Je m'appelle Sienna Hudson. J'ai 32 ans. Et à Noël dernier, mon beau-frère a avoué quelque chose qui a brisé tout ce que ma famille croyait. Pendant 8 ans, mes parents l'ont vénéré. Le diplômé en droit de Harvard, l'avocat en passe de devenir associé dans un cabinet prestigieux, l'homme qui a donné à ma sœur la vie parfaite. Et pendant 8 ans, ils m'ont dit que je m'étais contenté de peu, parce que mon mari fabrique des meubles avec ses mains, au lieu de plaider des affaires au tribunal. Ce que Derek m'a murmuré dans le jardin de mes parents, son haleine de vin chaude contre mon oreille, a tout changé. Et après ce qui s'est passé à cette table 3 heures plus tard, ma mère ne me parle toujours pas. Mais je le referai sans hésiter. Avant de vous dire exactement ce qu'il a dit, et pourquoi ma sœur est enfin libre, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner, mais seulement si cette histoire vous touche sincèrement. Indiquez d'où vous regardez, et votre heure locale. Je veux savoir qui passe sa soirée avec moi. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé, le Thanksgiving où j'ai amené Marcus à la maison pour la première fois, il y a 5 ans. Thanksgiving. Je me souviens du poids de la main de Marcus dans la mienne, alors que nous remontions l'allée de mes parents. Il portait un fauteuil à bascule, en noyer sculpté à la main, 3 mois de travail dans chaque courbe et chaque jointure. Ma mère a ouvert la porte. Son sourire a vacillé quand elle l'a vu. Vous devez être Marcus. Elle a regardé le fauteuil. Oh, c'est rustique. Derek a offert un bracelet Cartier à Linda le mois dernier. J'ai senti les doigts de Marcus se resserrer sur les miens, juste un instant. Puis il s'est détendu. Ravi de vous rencontrer, Madame Hudson. Mon père est apparu derrière elle. Il a serré la main de Marcus comme on serrait la main d'un vendeur en qui on n'a pas confiance. Alors, la menuiserie, a dit papa. Est-ce que c'est viable? Vous avez un plan d'épargne retraite? Avant que Marcus ne puisse répondre, une Tesla noire est entrée dans l'allée. Ma sœur, Vivien, en est sortie, cheveux blonds parfaits, un manteau de créateur drapé sur ses épaules. Derek a suivi grand, élégant, l'avocat à succès dans toute sa splendeur. Ma mère s'est transformée. Les voilà. Elle s'est précipitée devant nous pour étreindre Vivien. Derek, tu es magnifique. Comment ça va au cabinet? En bonne voie pour être associé, a dit Derek, dévoilant des dents blanches. Je devrais savoir au printemps. Papa lui a donné une tape dans le dos. C'est mon garçon. J'ai regardé Marcus poser le fauteuil à bascule dans un coin du salon. Personne n'en a reparlé de la soirée. Mais voilà le truc, 5 ans plus tard, ce fauteuil est dans le coin lecture de ma mère. Elle l'utilise tous les jours. Elle n'a jamais admis une seule fois que c'est le plus beau meuble de sa maison. Ce Thanksgiving-là, c'était la première fois que je voyais le schéma. Je ne savais tout simplement pas à quel point il était profond, ni combien il nous en coûterait à tous de le briser enfin. 2 semaines avant Noël dernier, j'étais dans notre cuisine, le téléphone collé à l'oreille, regardant Marcus poncer un plateau de table dans son atelier par la fenêtre. Tu as entendu, la voix de ma mère crépitait d'excitation. Vivien et Derek viennent d'acheter une maison à Brooklyn. 4 chambres, une piscine. C'est bien, maman. C'est plus que bien. C'est à ça que ressemble la réussite. Elle a fait une pause. La pause qui précédait toujours le coup de poignard. J'aurais juste aimé que tu vises plus haut, ma chérie. Marcus est gentil. Mais tu t'es contenté de peu. Tu le sais bien. Je n'ai pas répondu. Que pouvais-je dire que je n'avais pas déjà dit 100 fois? Un menuisier, Sienna. Ma fille a épousé un menuisier. À travers la fenêtre, Marcus a levé les yeux. Il avait entendu. Le téléphone était trop fort. Ou peut-être que la déception de ma mère se propageait simplement aussi bien. Il n'a pas réagi, il est juste retourné à son travail, le papier de verre se déplaçant en très lent et délibéré. Après avoir raccroché, il est entré. De la sueur dans les cheveux, des callosités sur les paumes. Les mains que ma mère ne jugeait pas assez bien. Ça va, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Nous savions tous les deux que c'était un mensonge. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je fixais le plafond. Marcus respirait régulièrement à côté de moi, déjà endormi ou faisant semblant de l'être. Ce que ma mère ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Marcus venait de décrocher un contrat pour un projet qui ferait paraître le salaire de Derek comme de l'argent de poche. Mais ce n'est même pas ça le plus important. Ce qui compte, c'est ceci,
je commençais à me demander si mon silence protégeait ma famille, ou s'il tuait lentement mon mariage. Quelque chose devait changer. Je ne savais tout simplement pas que cela arriverait si tôt, ni que ça ferait si mal. Cette même nuit, je n'arrivais pas à dormir. J'étais là, à répertorier les preuves. 5 ans de dîner de fête où Marcus s'éclipsait de plus en plus tôt. 5 ans sans qu'il ne suggère jamais d'aller voir mes parents. 5 ans de silence dans la voiture sur le chemin du retour, sa mâchoire serrée, ses yeux fixés sur la route. Je me disais que ce n'était pas grave, qu'il comprenait, que notre amour était assez fort pour absorber la déception de ma famille. Mais l'amour ne fonctionne pas comme ça. Le mépris est corrosif. Il s'infiltre par des fissures dont on ignorait l'existence. 6 mois avant cette nuit sans sommeil, Marcus m'avait demandé quelque chose. Nous plions le linge, une tâche banale, ordinaire, quand il l'a dit. Est-ce que tu nous défends jamais, face à eux? Je m'étais figé, une thé d'oreiller entre les mains. Je veux dire, j'entends ce qu'ils disent. Sa voix était calme, pas en colère, pire, triste. Et je ne t'entends jamais répliquer. J'avais marmonné quelque chose sur le fait de maintenir la paix, de ne pas envenimer les choses. Il avait hoché la tête lentement. D'accord. Juste d'accord. Ce simple mot pesait plus lourd que n'importe quelle dispute aurait pu le faire. J'ai découvert plus tard qu'il avait écrit une lettre à mes parents, 3 pages, manuscrite, expliquant son travail, ses valeurs, son amour pour moi. Il y avait passé 2 semaines. Il ne l'a jamais envoyée. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a haussé les épaules. À quoi bon? Ils ont déjà décidé qui je suis. Allongé dans mon lit cette nuit de décembre, j'ai compris quelque chose que j'avais évité pendant des années. Mon silence n'était pas neutre. Chaque fois que je laissais passer un commentaire, je m'enseignais à moi-même que je ne valais pas la peine d'être protégé, que nous ne valions pas la peine d'être protégés. Marcus méritait mieux. Bon sang, je méritais mieux. Noël était dans 2 semaines. Mes parents nous attendaient chez eux, comme toujours. Cette année serait différente. Je ne savais juste pas à quel point. Le lendemain, au travail, j'étais assise en face d'une patiente nommée Julie. 28 ans, piégée dans une relation avec un homme qui critiquait tout ce qu'elle faisait. Il dit que je suis trop sensible, disait Julie, tordant un mouchoir entre ses mains. Que je n'ai pas le sens de l'humour. Je me suis penché en avant. Quand on reste silencieux face à la maltraitance, on s'apprend à soi-même qu'on ne mérite pas d'être protégé. Les mots sont sortis de ma bouche et quelque chose a fait tilt, comme si j'entendais ma propre voix sur un enregistrement sans la reconnaître. Je donnais des conseils que je ne pouvais pas suivre. Après la séance, le docteur Eleanor Webb m'a appelé dans son bureau. Elle avait 58 ans, les cheveux argentés, et était mon mentor depuis mon internat. Sienna, j'ai de bonnes nouvelles. Elle a souri. Vos recherches sur les schémas de contrôle coercitif ont été sélectionnées. Vous ferez une présentation à la conférence de mars. Quoi? Ne soyez pas si surprise. Vous êtes l'une de nos meilleures. Le conseil est d'accord. Je suis retourné à mon bureau, hébété. Au travail, j'étais le docteur Hudson, respectée, compétente, une experte dans la reconnaissance des dynamiques relationnelles toxiques. Chez mes parents, je devenais quelqu'un de plus petit, quelqu'un qui laissait son mari se faire insulter sans rien dire. Le décalage était stupéfiant. Le docteur Webb avait mentionné autre chose, presque en passant. Un client de haut vol cherchant une consultation privée. Quelqu'un traversant une situation difficile. Elle m'avait donné le dossier à examiner. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi à ce moment-là. J'y penserai plus tard. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Ce Noël, je ne resterai pas silencieuse. Je n'avalerai pas les commentaires en faisant semblant qu'ils ne piquaient pas. Je n'avais aucune idée que mon petit acte de courage allait entrer en collision avec quelque chose de beaucoup plus grand, des secrets qui couvaient dans la maison parfaite de ma sœur depuis des années. Mais je m'emballe. 24 décembre, 16h47. Marcus et moi sommes arrivés dans l'allée de mes parents. Des guirlandes de Noël entouraient les rampes du porche. Une couronne était accrochée à la porte d'entrée rouge. Une image parfaite, comme toujours. « Tu es prête ?» a demandé Marcus. Non. Je ne le suis jamais. Il a attrapé le sac cadeau sur la banquette arrière, une boîte à bijoux qu'il avait sculptée dans du chêne de récupération, avec une incrustation de nacre.
20 heures de travail. J'ai pris sa main. Quoi qu'il arrive ce soir, je suis de ton côté. Il m'a regardé. Quelque chose a changé dans ses yeux. De la surprise, peut-être. De l'espoir. D'accord, a-t-il dit doucement. À l'intérieur, la maison sentait le pain et la dinde rôtie. Mon père était assis dans son fauteuil. Ma mère s'affairait avec les couverts. Et là, disposés sur le canapé comme dans un magazine, se trouvaient Vivien et Derek. Ma sœur portait un cachemire crème, des clous d'oreilles en diamant. Son sourire était parfait, et pourtant, il y avait quelque chose qui clochait, comme un tableau accroché légèrement de travers. Derek s'est levé pour nous accueillir, grand, confiant, chaque cheveu en place. Petite sœur. Il m'a attiré dans une étreinte que je ne voulais pas, toujours en train de sauver les fous. Ma mère a ri. Derek, ne sois pas méchant. Mais elle souriait. Marcus a tendu la main. Derek l'a serré brièvement, comme on manipulerait quelque chose de sale. Marcus, content de te voir, mon pote. Mon pote. Comme s'ils étaient amis. Comme s'il n'y avait pas 5 ans de mépris dans cette poignée de main. Je me suis tourné vers Vivien. Nous nous sommes étreintes. Ses bras m'ont entouré, rapidement, mécaniquement. Quand je me suis reculé, son regard s'est détourné. Elle était plus mince, beaucoup plus mince qu'à Thanksgiving. Et là, à son poignet, partiellement caché par un bracelet en or, était-ce un bleu. Avant que je puisse regarder de plus près, elle s'est détournée. Je vais aider maman dans la cuisine, a-t-elle dit. Une sensation glaciale s'est installée dans mon estomac, quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Le dîner a commencé à 18 heures. La dinde était parfaite. La conversation était un chant de mine. Derek a gagné une grosse affaire le mois dernier, a annoncé ma mère en passant la sauce. C'était dans le Boston Globe. Tu l'as vu, Sienna? Non. Tu aurais dû. Très impressionnant, a-t-elle dit en souriant à Derek. Raconte-leur. Derek s'est lancé dans une histoire de litige d'entreprise. Des mots comme précédent et règlement flottaient au-dessus de la table. Mon père hochait la tête, captivé. Quand Derek a terminé, papa s'est tourné vers Marcus. Alors, Marcus, les affaires marchent? Les gens achètent encore des trucs en bois. Marcus a posé sa fourchette. Des meubles sur mesure? Oui, les affaires marchent très bien. Des meubles sur mesure, Derek a fait tourner son vin. Ça doit être sympa. Pas de délai, pas de pression. Juste du ponçage. Il y a de la pression, a dit Marcus d'un ton égal. Un genre différent. Bien sûr, bien sûr. Le sourire de Derek n'atteignait pas ses yeux. J'ai observé Vivien de l'autre côté de la table. Elle avait coupé sa nourriture en tout petits morceaux, mais n'avait pas mangé une bouchée. Sa fourchette poussait le même morceau de dinde dans son assiette. Vivien, ma chérie, tu es si mince, a froncé les sourcils ma mère. Derek, tu dois mieux nourrir ta femme. Elle est au régime, a dit Derek. Elle veut être belle pour le nouvel an. Quelque chose a traversé le visage de Vivien. Fugace, aussi rapide qu'un clignement d'œil. La peur. Je connaissais la peur. Je la voyais tous les jours chez mes patients. Cette micro-expression, les yeux écarquillés, la mâchoire crispée, était sans équivoque. Ma sœur avait peur de son mari. La prise de conscience m'a frappé comme de l'eau glacée. J'ai serré ma fourchette, mon esprit s'emballant. N'est-ce pas, Vive? Derek la regardait maintenant. Vivien a hoché la tête rapidement. Oui. Le régime. Elle n'a pas levé les yeux de son assiette. Je l'ai vu, cet éclair de peur, et soudain, 8 années d'observation ont commencé à s'emboîter, comme les pièces d'un puzzle que je ne savais pas que je résolvais. Après le dîner, nous sommes passés au salon. Le sapin de Noël brillait dans le coin. Des chaussettes étaient suspendues au-dessus de la cheminée. Norman Rockwell n'aurait pas pu mieux le peindre. Ma mère a ouvert le cadeau de Marcus en premier. Elle a sorti la boîte à bijoux du papier de soie, l'a retournée dans ses mains. Oh, a-t-elle dit. C'est fait maison. Mignon. Mignon. 20 heures de chaîne sculptée à la main, et elle appelait ça mignon. L'ancienne Sienna aurait souri et changé de sujet. L'ancienne Sienna aurait laissé passer. Ça lui a pris 40 heures, maman.
Ma voix est sortie, stable et claire. C'est l'équivalent de 3000 € de travail, s'il facturait au tarif du marché. Le silence s'est fait dans la pièce. Mon père s'est agité dans son fauteuil. Sienna, ne sois pas dramatique. Waouh, a ricané Derek. Quelqu'un est sensible ce soir. Je l'ai regardé, j'ai soutenu son regard. Je ne suis pas sensible. Je suis précise. La main de Marcus a trouvé le creux de mon dos. Ne me retenant pas, ne m'arrêtant pas. Juste là. Présente. La bouche de ma mère s'est ouverte et fermée. Elle n'était pas habituée à cette version de moi. Vivien s'est soudainement levé. Son visage était pâle. J'ai besoin d'air, a-t-elle dit, et elle s'est dirigée vers la porte arrière. En passant devant la table basse, son téléphone a glissé de la poche de son gilet. Il est tombé sur le sol avec un bruit sec. Derek a bougé vite, trop vite. Il a ramassé le téléphone et l'a glissé dans sa propre poche, d'un seul mouvement fluide, comme un réflexe, comme s'il l'avait fait 1 millier de fois. Vivien n'a pas protesté. Elle n'a même pas regardé en arrière. Elle est juste sortie dans la nuit froide de décembre, les épaules voûtées, comme si elle portait quelque chose de lourd. J'ai regardé Derek tapoter sa poche où reposait maintenant le téléphone de sa femme. Et j'ai pensé, quel genre de mari confisque le téléphone de sa femme? Le genre que je commençais à reconnaître. Ok, je dois faire une pause ici une seconde. Si vous avez déjà été assis à un dîner de famille, en vous sentant invisible pendant que quelqu'un d'autre recevait tous les éloges, je vous comprends. Vraiment. Commentez ci-dessous et dites-moi, avez-vous déjà eu un moment où vous avez enfin osé parler? Que s'est-il passé? Et, si vous êtes toujours avec moi, ce bouton d'abonnement est juste là. Cliquez dessus. Je vous promets que cette histoire va devenir folle. Maintenant, où en étais-je? Ah oui. Ma sœur venait de sortir dans le froid, et je commençais à voir des choses que j'avais manquées pendant des années. J'ai trouvé Vivien dans le jardin, près du vieux chêne. Les lumières de Noël de la maison voisine projetaient des ombres colorées sur la neige. Ses épaules tremblaient. Vive. Elle s'est retournée brusquement, s'essuyant rapidement le visage. Je vais bien, j'ai juste froid. Je me suis approché. Le bleu sur son poignet était plus visible maintenant, violet-vert, datant de plusieurs jours. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, mon téléphone a vibré dans ma poche. Un texto d'un numéro inconnu. Je n'en peux plus. J'ai besoin de le dire à quelqu'un. On peut parler? J'ai fixé l'écran. Je ne connaissais personne qui m'enverrait un tel message. Probablement un spam. J'allais le supprimer quand Vivien m'a touché le bras. On devrait rentrer. Sa voix était plate. Répétez. Derek va se demander où je suis. Va se demander. Pas pourrait. Va. Comme si elle savait exactement comment il réagirait, comme si elle avait appris à prédire ses humeurs comme on prédit la météo. Vivien, ça va? Vraiment? Elle m'a regardé alors. Un instant, son masque est tombé. J'ai vu l'épuisement, la peur, un appel silencieux et désespéré. Puis c'était parti. Je vais bien, a-t-elle répété. Viens. Nous sommes retournés vers la maison. À travers la fenêtre, je pouvais voir Derek nous regarder. Son expression était étrange, presque calculatrice. Quand il m'a surprise en train de le regarder, il a souri, mais ses yeux n'ont pas changé. Ce texto restait dans mon téléphone comme une écharde. Numéro inconnu. Quelqu'un voulant avouer quelque chose. L'initiale D. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que le numéro de Derek n'était pas dans mes contacts. Nous n'avions jamais échangé nos numéros, et ce message, j'ai besoin de le dire à quelqu'un, ne m'était pas du tout destiné. Il l'avait envoyé au mauvais numéro. Je ne savais juste pas à qui il était censé l'envoyer. À l'intérieur, de nouveaux invités étaient arrivés. Rachel se tenait dans l'entrée, déroulant une écharpe de son cou. Elle était la meilleure amie de Vivien depuis l'université. Bien que, maintenant que j'y pensais, je ne les avais pas vus ensemble depuis des années. Rachel a longuement étreint Vivien, trop longtemps. Quand elles se sont séparées, elle a murmuré quelque chose à l'oreille de ma sœur. Vivien a hoché la tête une fois, rapidement, puis s'est éloigné. J'ai regardé Rachel observer Vivien retourner aux côtés de Derek.
Quelque chose comme de la douleur a traversé le visage de Rachel. Elle a remarqué que je la regardais. Nos regards se sont croisés. Sienna, je peux te parler une seconde? Nous sommes allés dans le couloir, loin des autres. Rachel a jeté un coup d'œil vers le salon, puis est revenue à moi. Comment va-t-elle? Sa voix était basse, urgente. Vraiment? Je ne sais pas. Elle ne veut pas me parler. La mâchoire de Rachel s'est crispée. Elle semblait lutter avec quelque chose. Elle m'a appelé, a-t-elle finalement dit, il y a 6 mois, en pleine nuit. Elle était. Rachel s'est arrêtée, a dégluti. Elle voulait partir, mais elle a rappelé le lendemain matin pour dire que ce n'était rien. Partir d'où? Rachel n'a pas répondu. Son regard s'est tourné vers Derek, qui riait de quelque chose que mon père disait. Je travaille au palais de justice, a-t-elle dit doucement. Je ne devrais pas te dire ça. Me dire quoi? Elle a hésité. Un rapport a été déposé, puis retiré le lendemain. Le sang s'est retiré de mon visage. Quel genre de rapport? Rachel a secoué la tête. Je ne peux pas en dire plus. Je pourrais perdre mon travail. Elle m'a agrippé le bras. Mais si tu vois quelque chose ce soir, n'importe quoi, s'il te plaît, ne l'ignore pas. Elle ne se sauvera pas toute seule. Puis elle est partie, me laissant seule dans le couloir avec un terrible soupçon qui se cristallisait en certitude. Ma sœur avait essayé d'obtenir de l'aide, et personne ne le savait. Pas même moi. À 22 heures, les bouteilles de vin étaient presque vides. Derek était passé au whisky. Ses joues étaient rouges, sa voix plus forte, le masque poli s'effritait. Vous savez ce que Marcus devrait faire? Derek s'est adossé au canapé, son verre pendant à ses doigts. Lancer une chaîne YouTube. Comment fabriquer des trucs dont personne n'a besoin? Mon père a ri. A vraiment ri. Ma mère a souri d'un air d'excuse. Derek, arrête. Mais il n'y avait aucune force derrière ces mots. Derek ne s'arrêtait pas, je veux dire, sérieusement, dans cette économie, faire des petites boîtes en bois. Il a fait un geste vers la boîte à bijoux, toujours sur la table basse. Ce n'est pas une carrière. C'est un passe-temps. Marcus n'a rien dit. Son visage était soigneusement impassible. Derek, j'ai gardé une voix égale. Marcus dirige une entreprise prospère. Oh, ma chérie, a soupiré ma mère. Nous avons vu votre appartement. Si c'est ça la réussite. Soyons réalistes, Derek a vidé son whisky. Ma montre coûte plus cher que sa camionnette. Il a levé son poignet. Une Rolex a brillé à la lumière de la lampe. Le silence est tombé. Tous les regards se sont tournés vers Marcus. Il s'est levé lentement. Pas de colère sur son visage, juste une sorte de résignation lasse que j'avais vue trop souvent. Je pense que je vais prendre l'air, a-t-il dit. Il est passé devant moi, devant mes parents, devant le sourire narquois de Derek. Dans le couloir, il s'est arrêté juste une seconde. J'ai vu ses épaules s'affaisser. Un petit effondrement, à peine visible. En 5 ans, je n'avais jamais vu Marcus avoir l'air vaincu. Jusqu'à maintenant. Quelque chose s'est brisé en moi. Le dernier fil de patience, de maintien de la paix, de peut-être que la prochaine fois sera différente. J'ai regardé Derek, mon père qui riait encore, ma mère qui n'osait pas croiser mon regard, et j'ai pensé, plus jamais. Pas ce soir. Plus jamais. Je ne savais pas que j'étais sur le point de déchirer ma famille. Je savais seulement que j'en avais fini de les regarder démolir mon mari. Assez. Je me suis levé. Ma voix a tranché dans la pièce comme du verre qui se brise. Mon père a froncé les sourcils. Sienna, assieds-toi. Tu fais une scène. Je fais une scène, me suis-je entendu dire. Vous venez d'humilier mon mari devant tout le monde, et vous en riez. Oh, pour l'amour de Dieu, ma mère a pressé ses doigts sur ses tempes. Nous nous inquiétons juste pour toi. Derek et Vivien ont une vie magnifique. Nous voulons la même chose pour toi. Derek a posé son verre. Ses yeux avaient une lueur étrange, le regard d'un homme qui avait gagné toutes les disputes qu'il avait jamais commencées. Soyons honnêtes, il a écarté les mains. Votre mari est un bricoleur glorifié. Voilà. J'ai dit ce que tout le monde pensait. Derek, a murmuré Vivien. Peut-être qu'on devrait rester en dehors de ça. Il ne l'a même pas regardé.
Vivien a tressailli, un tressaillement de tout le corps, comme si elle avait été frappée. Rachel, debout près de la bibliothèque, s'est raidie. Elle l'a vu aussi. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai ignoré. Puis il a vibré à nouveau. Je l'ai sorti. Le même numéro inconnu qu'auparavant. Je suis désolé. C'était destiné à quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, supprimez-le. S'il vous plaît. Derek me regardait. Son visage avait changé. La suffisance avait été remplacée par quelque chose de plus vif, de plus méfiant. Il avait réalisé son erreur, mais il était trop tard. Parce que maintenant, je comprenais. Ce premier texto, j'ai besoin de le dire à quelqu'un, n'était pas un appel à l'aide. C'était Derek qui essayait de brouiller les pistes, essayant d'avouer quelque chose à quelqu'un qui n'était pas moi. Le vin le rendait négligent. Les secrets s'accumulaient, et quoi qu'il cachât, c'était assez gros pour envoyer un texto à un inconnu en désespoir de cause. J'ai regardé ma sœur, ses yeux vides, le bleu qu'elle gardait couvert. J'ai regardé Derek, qui transpirait maintenant malgré le froid. Ce soir, quelque chose allait se briser. Je suis sorti pour trouver Marcus. Il se tenait au bord de la terrasse, son souffle formant un nuage dans l'air de décembre. Et j'ai touché son épaule. Je suis désolé. J'aurais dû ne faire pas ça. Il a secoué la tête. Ne t'excuse pas pour eux. Avant que je puisse répondre, des pas ont craqué sur l'herbe gelée derrière nous. Sienna. La voix de Derek était différente maintenant, plus douce, presque pâteuse. Je peux te parler seul? Marcus s'est tendu à côté de moi. C'est bon, ai-je dit. Rentre. Mets-toi au chaud. J'arrive tout de suite. Il a hésité, puis a hoché la tête. En passant devant Derek, les yeux des deux hommes se sont croisés. Quelque chose de non dit est passé entre eux. De l'hostilité, peut-être, ou un avertissement. Puis Marcus est parti, et je me suis retrouvé seul avec mon beau-frère dans l'ombre. Derek s'est approché. Je pouvais sentir l'odeur du whisky sur son haleine. Tu crois que c'est dur pour toi? Son rire était creux. Tu crois que tes parents sont durs avec toi? Qu'est-ce que tu veux, Derek? Ta sœur. Il a légèrement vacillé. Ta parfaite, ta magnifique sœur. Tu sais ce qu'elle fait tous les soirs? Je suis restée silencieuse. Elle vérifie mon téléphone, parcourt mes emails, chronomètre le temps que je passe aux toilettes. Il a pointé un doigt sur sa poitrine. C'est moi le prisonnier, pas elle. Moi. Derek, qu'est-ce que tu dis exactement? Tout le monde pense que je suis le méchant. Sa voix s'est brisée. Mais vous ne savez pas. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que de vivre avec elle. J'ai étudié son visage, les yeux rougis, la douleur théâtrale. Quelque chose dans ses paroles semblait répéter, comme un texte qu'il avait pratiqué. J'avais déjà entendu ce discours, non pas de la part de victimes, mais d'agresseurs. Tu es thérapeute, n'est-ce pas? Il s'est approché. Alors tu sais que certaines victimes ne sont pas celles que tu crois. Sa main a agrippé mon bras, trop fort. Et j'ai réalisé que Derek n'avouait rien. Il manipulait, tout comme il manipulait tout le monde, y compris ma sœur. Je ne me suis pas dégagé. Des années de formation m'avaient appris à garder mon visage neutre, mon corps immobile. Laissez-les parler. Laissez-les se révéler. C'est elle qui contrôle, a poursuivi Derek, sa prise se relâchant. Elle décide où nous mangeons, qui nous voyons, ce que je porte au travail. Ça doit être difficile, ai-je dit avec précaution. Tu n'as aucune idée. Il a passé une main dans ses cheveux. Ce rapport dont Rachel a parlé, c'est Vivien qui l'a déposé contre moi, mais c'était que des mensonges. Elle s'est frappée elle-même, s'est fait des bleus. Je le jure devant Dieu. Les mots flottaient dans l'air froid entre nous. J'avais vu ce schéma des dizaines de fois dans mon travail. Darvaux, nier, attaquer, et inverser les rôles de victime et d'agresseur. Une manipulation narcissique de manuel. Derek, j'ai gardé une voix calme. Qui contrôle les comptes en banque? Il a cligné des yeux. Quoi? Tu as dit que Vivien contrôle tout, l'argent, l'emploi du temps. Mais à quel nom sont les comptes en banque? Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée, puis s'est rouverte. C'est différent.
Je gère nos finances parce que je suis meilleur avec. Est-ce que Vivien a sa propre carte de crédit? Elle n'en a pas besoin. Peut-elle dépenser de l'argent sans te le dire d'abord? Silence. Je suis spécialiste des traumatismes, Derek. J'ai reculé, hors de sa portée. J'ai entendu ce discours une centaine de fois de la part de l'agresseur, jamais de la victime. Son visage a changé. Le masque du mari blessé s'est effondré. En dessous, il y avait quelque chose de plus dur, de plus froid. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais exactement de quoi je parle. Vivien était architecte. Une bonne. Pourquoi a-t-elle arrêté? Rien. Lui as-tu dit d'arrêter, ou as-tu rendu impossible pour elle de continuer à travailler? Elle a choisi de rester à la maison. La voix de Derek s'est élevée brusquement. Je lui ai tout donné. Le cri a résonné dans le jardin, assez fort pour être entendu à travers les fenêtres, assez fort pour que tout le monde à l'intérieur l'entende. La porte arrière s'est ouverte brusquement. Vivien se tenait sur le seuil, éclairé par la lueur chaude du salon. Son visage était pâle comme du marbre. Vive, la voix de Derek a changé instantanément, s'adoucissant. Bébé, on était juste en train de parler. Elle ne l'a pas regardé. Ses yeux étaient fixés sur moi. J'ai entendu, a-t-elle dit doucement. J'ai tout entendu. Derrière elle, je pouvais voir du mouvement. Le visage inquiet de ma mère. Mon père, debout. Rachel agrippant le cadre de la porte. Vivien, rentrons. Derek s'est approché d'elle. Tu as mal compris. Non. Le mot était petit mais tranchant. Vivien a reculé d'un pas. Ne me touche pas. Un instant, le masque de Derek est tombé entièrement. J'ai vu la rage traverser ses traits, blanche, brûlante et terrifiante. Puis elle a disparu, remplacée par la confusion, l'inquiétude, la performance d'un mari aimant. Chérie, tu ne vas pas bien. Tu es fatiguée. Laisse-moi. Elle n'est pas fatiguée. Je me suis mise à côté de ma sœur. Elle dit enfin ce qu'elle voulait dire depuis des années. Ma mère est sortie. Mais qu'est-ce qui se passe, Derek? Vivien, que quelqu'un m'explique. Il ne se passe rien, a souri Derek, ce sourire charmeur et étudié. Sienna fait juste une de ces crises, elle est dramatique. Tu sais comment elle est. 8 ans. La voix de Vivien a tranché la sienne comme une lame. 8 ans que je fais semblant. Le silence était absolu. Même les lumières de Noël semblaient avoir cessé de scintiller. Vivien, ma chérie, ma mère a tendu la main vers elle. De quoi parles-tu? Ma sœur a regardé notre mère, notre père, puis Derek, figé en pleine performance. Puis elle a remonté sa manche. Le bleu n'était pas seul. Il y en avait d'autres. Jaune délavé, vert en voie de guérison, violet frais. Une chronologie de la douleur écrite sur sa peau. La main de ma mère s'est portée à sa bouche. Et j'ai pensé, ça y est. C'est le moment où tout change. Elle s'est fait ça toute seule. La voix de Derek était assurée, mais des gouttes de sueur perlaient sur son front. Elle est mentalement instable. J'essaie de lui trouver de l'aide. Il vérifie mon téléphone. Les mots de Vivien sortaient maintenant en cascade, des années de silence se brisant comme un barrage. Chaque texto, chaque appel, chaque email. Si je ne réponds pas dans les 2 minutes, il appelle jusqu'à ce que je décroche. Vivien, arrête, s'est avancé Derek. Tu ne sais pas ce que tu dis. Il contrôle tout notre argent. Je n'ai pas eu d'argent liquide depuis 4 ans. Si j'ai besoin de faire des courses, il l'ajoute à une liste et les fait livrer, pour que je ne puisse aller nulle part sans qu'il le sache. Ma mère a vacillé. Papa lui a attrapé le bras. C'est de la folie. Le sang-froid de Derek se fissurait. Linda, Robert, vous me connaissez. Je ne ferai jamais. Je n'ai pas vu Rachel seule depuis 3 ans. Vivien a regardé son ami, les larmes coulant maintenant. Parce qu'il disait qu'elle était une mauvaise influence. Parce qu'elle posait trop de questions. Rachel s'est avancée, la voix tremblante. Elle m'a appelé il y a 6 mois, à 2 heures du matin, en pleurant, disant qu'elle ne pouvait pas partir parce qu'il lui prendrait tout, la maison, son crédit, sa réputation. Ce sont des oui-dire. Derek s'est tourné vers Rachel. Vous ne pouvez pas prouver. Je travaille au palais de justice. Le menton de Rachel s'est relevé. Un rapport pour violence conjugale a été déposé.
Vivien l'a retirée le lendemain parce que quelqu'un, ses yeux se sont fixés sur Derek, lui a dit qu'il la détruirait si elle ne le faisait pas. Mon père était devenu gris. Il regardait Derek comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. Est-ce que c'est vrai? La voix de papa était rauque. Derek a ouvert la bouche, l'a refermée. Pour une fois, l'avocat à la langue bien pendue n'avait rien à dire. Dans le silence, un téléphone a vibré. La poche de Derek. Puis encore, et encore. Nous l'avons tous entendu. La vibration des messages entrant, en rafale. Urgent. Quelqu'un voulait très fort attirer l'attention de Derek. Réponds. La voix de ma mère était à peine un murmure. Réponds à ton téléphone, Derek. Sa main est allée à sa poche, a hésité. Le téléphone continuait de vibrer. Message après message. Qui est-ce? Papa s'est avancé. Le respect qu'il avait toujours montré à Derek avait disparu, remplacé par quelque chose de plus dur. Qui t'envoie des textos à 23h la veille de Noël? Le sourire de Derek a vacillé. Le travail? Tu sais ce que c'est. La veille de Noël? Rachel a croisé les bras. Sors-le. Montre-nous. Un instant, j'ai cru qu'il refuserait. Puis, calculant peut-être qu'un refus serait pire, il a sorti le téléphone. L'écran s'est allumé. Nom après nom défilé en notification. Il faut qu'on parle, maintenant, Derek. Je ne peux plus attendre. Tu avais dit que tu lui dirais ce soir. Le nom en haut de la liste n'était pas celui d'un collègue. C'était le nom d'une femme. Une certaine Ashley. Et l'aperçu de son dernier message disait, le bébé est prévu pour avril. Tu avais promis. Ma mère a émis un son, entre un hoquet et un gémissement. Vivien a ri. Un rire cassé, fragile. Un bébé? Bien sûr. Bien sûr qu'il y a un bébé. Ce n'est pas ce que tu crois. Derek reculait maintenant, le téléphone serré contre sa poitrine. J'allais te le dire. J'allais un bébé. Le rire de Vivien s'est durci. 8 ans à contrôler tout ce que je fais, tout ce que je porte, tout le monde que je vois, et pendant tout ce temps, tu te construisais une autre vie. Vivien, s'il te plaît. Ma femme n'est pas mentalement instable. Les mots venaient de derrière moi. La voix de Marcus, calme et assurée. C'est une thérapeute diplômée, spécialisée dans les traumatismes. Et ce que vous venez de décrire, ce que vous avez essayé de faire, ça s'appelle le Darvo. Elle a écrit un article là-dessus. Les yeux de Derek ont balayé la pièce. Piégé. Finalement piégé. Et pour la première fois, j'ai vu mes parents le voir clairement. Si vous regardez ceci et que cela vous touche de près, d'abord, je vous envoie toute ma force. Ensuite, j'ai besoin de savoir, équipe enfin oser parler ou équipe ou partir immédiatement. Laissez votre réponse dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment plus de gens à trouver des histoires comme celle-ci. Maintenant, voyons comment se termine ce dîner de Noël, car croyez-moi, les retombées ne faisaient que commencer. Derek a attrapé son manteau dans le couloir. Je n'ai pas à écouter ça. Vivien, on s'en va. Non. Le mot l'a arrêté net. Vivien se tenait plus droite que je ne l'avais vue depuis des années. Sa voix tremblait, mais elle tenait bon. Nous ne partons pas. C'est toi qui pars. Vivien, sois raisonnable. J'ai été raisonnable pendant 8 ans. Elle s'est avancée vers lui. J'ai souri à tes associés, organisé tes dîners, t'ai laissé décider ce que je portais, ce que je mangeais, qui je voyais. J'ai été raisonnable quand tu m'as fait quitter mon travail, raisonnable quand tu m'as mise à une allocation comme une enfant. Derek a jeté un coup d'œil à mes parents, cherchant des alliés. Il n'en a trouvé aucun. C'est ton choix, ai-je dit à Vivien. Pas fort, pas dramatique, juste clair. Quoi que tu veuilles faire, nous te soutiendrons. Vivien a regardé Rachel, Marcus, moi, puis nos parents qui se tenaient figés près de la cheminée. Je veux partir, a-t-elle dit. Je veux partir depuis 3 ans. Je ne pensais juste pas que quelqu'un me croirait. Je te crois. La voix de ma mère s'est brisée. Elle a traversé la pièce et a pris Vivien dans ses bras. Je te crois, ma chérie. Je suis tellement désolé. Tellement désolé.
Rachel a sorti son téléphone. Je connais un avocat spécialisé en droit de la famille, l'un des meilleurs. Il me doit une faveur. C'est ridicule. Derek se dirigeait vers la porte. Vous le regretterez, tous. Vous n'avez aucune idée de ce que je peux, Derek. Mon père s'est mis sur son chemin. L'homme qui lui avait tapé dans le dos une heure plus tôt lui barrait maintenant la sortie. Sors de ma maison. Maintenant. Avant que j'appelle la police. Le visage de Derek s'est tordu de rage, mais il a vu la pièce. Il a vu qu'il avait perdu. Il a attrapé son manteau et a claqué la porte derrière lui. Le silence qui a suivi a eu l'effet d'une bouffée d'air frais. Après le départ de Derek, personne n'a bougé pendant un long moment. Puis Vivien s'est effondré sur le canapé, secoué de sanglots. Rachel s'est assise à côté d'elle, lui frottant le dos, murmurant des choses que je ne pouvais pas entendre. Je me suis tourné vers mes parents. Ma mère semblait avoir vieilli de 10 ans. Mon père se tenait près de la fenêtre, regardant dans le vide. Je vous aime tous les deux, j'ai gardé une voix calme. Mais ce soir doit être la dernière fois que vous comparez mon mariage à celui de quelqu'un d'autre. Maman a levé les yeux. Sienna, nous ne savions pas. Vous ne saviez pas pour Derek, je l'ai interrompu doucement. Mais vous saviez exactement ce que vous disiez sur Marcus. Depuis 5 ans, vous le saviez. Silence. Nous voulions juste, la voix de mon père s'est éteinte. Nous voulions que tu aies la sécurité. J'ai la sécurité. J'ai jeté un coup d'œil à Marcus, qui se tenait tranquillement près de la porte. J'ai un homme qui construit des choses avec ses mains et qui ne m'a jamais fait me sentir petite. C'est plus que ce que Derek a jamais donné à Vivien. Ma mère a couvert son visage. Ses épaules tremblaient. Chaque comparaison, chaque blague à ses dépens, chaque fois que vous l'appeliez le menuisier est comme si c'était une insulte. J'ai senti quelque chose se libérer dans ma poitrine, des années de mots ravalés trouvant enfin l'air. Ça se termine ce soir, ou nous ne viendrons plus. Mon père a hoché la tête lentement. Pour une fois, il n'a pas discuté. Marcus s'est approché. Sa main a trouvé la mienne. Vivien, a-t-il dit doucement. Tu es la bienvenue chez nous ce soir, aussi longtemps que tu en auras besoin. Elle l'a regardé, cet homme que ma famille avait tourné en dérision pendant une demi-décennie, l'homme qui lui offrait un abri alors que tout s'était effondré. Merci, a-t-elle murmuré. Alors que nous rassemblions nos manteaux, ma mère m'a attrapé le bras. Ses yeux étaient rouges, son visage à vif. Je suis désolé, a-t-elle dit. Je suis tellement désolé. C'était la première fois en 32 ans que je l'entendais dire ces mots. Notre appartement était petit. 2 chambres, une cuisine en couloir, des meubles que Marcus avait fabriqués lui-même. Vivien se tenait sur le seuil, regardant autour d'elle comme si elle avait atterri sur une autre planète. Maman a dit que c'était petit, a-t-elle dit doucement. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Je l'ai guidée vers le canapé. Marcus a apporté des couvertures, puis a disparu dans la cuisine. Le bruit de la bouilloire a rempli le silence. Vivien a ramené ses genoux contre sa poitrine. Elle avait l'air jeune, fragile, rien à voir avec la femme sophistiquée qui était assise dans le salon de nos parents quelques heures plus tôt. 8 ans, a-t-elle dit. J'ai gâché 8 ans. Je me suis assise à côté d'elle. Tu as survécu à 8 ans. C'est différent. J'avais oublié ce que ça faisait, elle a regardé notre salon, les étagères sculptées à la main, la lumière chaude, de se sentir en sécurité dans une pièce. Marcus est revenu avec 3 tasses de thé. Il en a tendu une à Vivien sans cérémonie, puis s'est installé dans le fauteuil en face de nous. La chambre d'amis est prête, a-t-il dit. Drap propre, couverture supplémentaire. Reste aussi longtemps que tu en auras besoin. Vivien l'a regardé fixement. Cet homme que notre famille avait méprisé, le menuisier, le bricoleur, celui qui n'était pas assez bien. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Sa voix s'est brisée. Après tout ce que mon mari a dit sur toi. Tu n'es pas ton mari, a haussé les épaules Marcus. Et tu es la sœur de Sienna. C'est suffisant. Vivien s'est remise à pleurer. Pas les sanglots désespérés d'avant. Quelque chose de plus calme, de plus pur. Je suis si fatiguée, a-t-elle murmuré. Je ne me souviens pas de ne pas avoir été fatiguée. Je l'ai serrée contre moi. Elle n'était qu'aux ses tensions. Mais elle était là. Elle était libre. Dors, je lui ai dit.
Demain, on s'occupera du reste. Ce soir, tu dors, c'est tout. Pour la première fois en 8 ans, ma sœur s'est endormie sans vérifier si les portes étaient verrouillées de l'intérieur. Une semaine après Noël, j'étais assise à mon bureau au Massachusetts General, lisant un email du Dr Webb. Confirmation, ma présentation à la conférence de mars était validée. Sujet, reconnaître le contrôle coercitif dans les systèmes familiaux. J'ai fermé l'ordinateur portable et pris mon téléphone. 3 messages non lus. Le premier était de Rachel, Vivien a rencontré l'avocat aujourd'hui. Les choses avancent. Le deuxième était de Vivien elle-même, j'ai signé les papiers. Ça arrive vraiment. Le troisième était de ma mère, pouvons-nous parler? Pas pour nous disputer, juste parler. J'ai accepté de la rencontrer, non pas à la maison, mais dans un café du centre-ville. Terrain neutre, nouvelle règle. Elle était déjà là quand je suis arrivé, petite dans une banquette d'angle, les mains enroulées autour d'une tasse qu'elle ne buvait pas. Merci d'être venue, a-t-elle dit. Je me suis assise en face d'elle, j'ai attendu. J'ai réfléchi à ce que tu as dit. Elle fixait la table. À propos de Marcus, de la sécurité. Une longue pause. Ton père était ouvrier dans le bâtiment avant la comptabilité, avant moi. J'ai cligné des yeux. Papa ne parlait jamais de son passé. J'ai tellement insisté parce que j'avais peur. Elle a finalement levé les yeux. Peur que tu aies du mal comme nous, comme moi, en le regardant rentrer épuisé tous les soirs. Je comprends, ai-je dit avec précaution. Mais la peur n'excuse pas le fait de nous avoir fait du mal. Je sais. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti une enveloppe. J'ai trouvé ça il y a des années dans ta voiture, en fait, après l'une de tes visites. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait la lettre de Marcus, celle qu'il avait écrite et jamais envoyée. 3 pages d'une écriture soignée expliquant son travail, ses valeurs, son amour pour moi. Tu as lu ça, ai-je murmuré. Je l'ai lu. Des larmes ont coulé sur ses joues. Je savais. Je savais il y a des années qui il était vraiment. J'étais juste trop fier pour admettre que j'avais tort. Février est arrivé, froid et gris, mais les choses se débloquaient partout où cela comptait. Les rumeurs sur Derek se sont répandues dans les cercles juridiques de Boston comme une traînée de poudre. Pas à cause de nous, nous étions restés silencieux. Mais Ashley, sa maîtresse, ne l'avait pas fait. Elle était assistante juridique dans son cabinet, 26 ans, enceinte de 4 mois de son enfant. Et quand Derek a essayé de disparaître après Noël, elle est allée directement aux ressources humaines. L'enquête a révélé d'autres plaintes de collègues féminines, des commentaires inappropriés, un schéma de comportement qui ne faisait pas bonne impression pour un avocat en passe de devenir associé. Aux dernières nouvelles, Derek était en congé administratif. Le partenariat était hors de question. Sa réputation, autrefois impeccable, s'était brisée. Vivien a demandé le divorce en janvier. L'avocat trouvé par Rachel était excellent, minutieux, agressif, compatissant. Derek a essayé de se battre, mais avec le témoignage de Rachel et l'historique documenté, il n'avait pas beaucoup de poids. Elle a quitté notre appartement à la mi-février pour son propre logement, plus petit que le manoir de Brookline, mais infiniment plus à elle. Elle avait commencé à voir un thérapeute, un de mes collègues, quelqu'un de bien. Et elle avait recommencé à dessiner, de l'architecture, des bâtiments qui n'existaient que dans son imagination pour l'instant. Mais elle créait à nouveau. C'était ça qui comptait. Quant à Marcus, le projet sur lequel il travaillait, celui que ma mère appelait les trucs en bois, s'est avéré être une commande pour une chaîne d'hôtels de charme. Des meubles sur mesure pour 12 établissements, le genre de contrat qui change tout. Je n'ai pas parlé de l'argent à mes parents. Ce n'était pas le but. Mais quand la première pièce a été présentée dans un magazine de design, papa l'a vue. Il a appelé Marcus directement, pour la première fois en 5 ans. J'ai vu l'article, a-t-il dit. Ce buffet. C'est vraiment quelque chose. Marcus a souri en me le racontant plus tard. Pas triomphant, juste apaisé. Il essaie, a dit Marcus. C'est suffisant pour l'instant. Mars, la conférence. Je me tenais sur le podium, regardant une mer de visages, des professionnels de la santé mentale, des chercheurs, des militants, des gens qui passaient leur carrière à aider les autres à reconnaître les caches invisibles du contrôle coercitif. Aujourd'hui, j'étais l'une d'entre eux. Aujourd'hui, je n'étais pas la sœur qui restait silencieuse. Le contrôle coercitif se cache souvent à la vue de tous, ai-je dit,
la voix assurée. Nous voyons la maison parfaite, le conjoint qui réussit, la vie soignée. Nous ne voyons pas la personne à l'intérieur de cette vie disparaître lentement. Au troisième rang, j'ai aperçu Marcus. À côté de lui était assise Vivien, plus mince mais les yeux plus brillants qu'elle ne l'avait été depuis des années. Et à côté d'eux, inattendu, impossible, étaient assis mes parents. Je ne savais pas qu'ils venaient. Maman avait mentionné vouloir me soutenir, mais j'avais supposé que ce n'était que des mots. Pourtant, ils étaient là, à regarder, à écouter. J'ai poursuivi la présentation. 30 minutes de données, d'études de cas et de recommandations. Professionnelles, cliniques, vraies. Quand j'ai terminé, les applaudissements ont été chaleureux. Le docteur Webb m'a trouvé ensuite, rayonnante. Excellent travail, Sienna. Vraiment. Mais c'est le visage de mon père que j'ai observé. Il s'est approché lentement, les mains dans les poches. Cet ensemble de meubles que vous avez mentionné, a-t-il dit à Marcus. Celui dans le hall de l'hôtel. J'ai vu les photos. Une pause. C'est vraiment quelque chose. Marcus a hoché la tête. Merci, monsieur. Je me suis trompé à votre sujet. La voix de papa était rauque. Je me suis trompé sur beaucoup de choses. Puis il a fait quelque chose que je n'avais jamais vu. Il a tendu la main à Marcus. Pas le contact dédaigneux des doigts des années passées, mais une vraie poignée de main. Ferme, respectueuse. Marcus l'a prise. J'ai passé des années à attendre que mes parents voient sa valeur. Il s'avère que j'avais besoin de voir ma propre valeur d'abord, de l'exiger, de lui faire de la place. C'est seulement alors que les choses pouvaient changer. Aujourd'hui, je suis assise dans notre salon, toujours petit, toujours parfait. Le soleil entre par la fenêtre et éclaire le fauteuil à bascule dans le coin, celui que Marcus a fabriqué il y a 5 ans, celui que ma mère utilisait tous les jours sans jamais le reconnaître. Elle l'a renvoyé le mois dernier. Un mot était glissé à l'intérieur, sa place est avec vous. Elle l'a toujours été. Marcus est dans son atelier, en train de finir une commande. Je peux entendre le rythme doux du ponçage à travers les murs. Ça sonne comme la maison. Vivien est passée hier. Elle va mieux. Pas guérie, mais en voie de guérison. Elle a trouvé un travail dans un cabinet d'architecture du centre-ville. De petits projets, mais les siens. Elle construit à nouveau des choses. Notre famille n'est pas réparée. Il y a encore des dîners gênants. Encore des moments où maman commence à comparer, puis se rattrape. Encore des silences là où se trouvaient autrefois de vieux mots. Mais il y a des limites maintenant, des limites claires. Quand les comparaisons commencent, je change de sujet. Ou je pars. Ce sont 2 options que je ne savais pas que j'avais. La semaine dernière, papa a demandé conseil à Marcus pour un projet de menuiserie. Un nichoir, de toutes choses. Ils ont passé 1 heure au téléphone à parler de type d'assemblage et de grains de bois. Ce n'est pas grand-chose. C'est tout. Mes parents ont passé des années à mesurer la réussite en mètres carrés et en salaire. Ils ont manqué la seule mesure qui compte, cette personne vous fait-elle vous sentir assez en sécurité pour être vous-même? Marcus me fait me sentir en sécurité. Il me fait me sentir vu. Cela vaut plus que n'importe quel Rolex, plus que n'importe quel manoir de Brookline. Vous ne devez à personne une explication pour avoir choisi le bonheur plutôt que leurs attentes. Pas même à votre famille. Surtout pas à une famille qui confond contrôle et amour. Fixez la limite. Tenez bon. Laissez-les s'adapter ou laissez-les partir. Dans tous les cas, vous serez enfin libre. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, tout d'abord, merci, sincèrement. Je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà eu à fixer une limite avec votre famille? Que s'est-il passé? Racontez votre histoire dans les commentaires. Votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre qui est en difficulté en ce moment. Et si cette vidéo a signifié quelque chose pour vous, s'il vous plaît, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Il y a une autre histoire dans la description que vous pourriez vouloir découvrir. Prenez soin de vous. À la prochaine.